Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bouya! Bienvenue dans Croissant Outcast en direct du studio 17. Le concept est simple, ce sont des petites pastilles où on vous partage un coup de cœur manga, BD, comics, romans graphiques, que des trucs à bulles et disponible en VF. Une émission très courte, plus courte, avec ce soir 4 chroniqueurs autour de la table, avec Lux, XT, Regan et moi-même. Parce que je parle mais j'ai aussi un coup de cœur. Et on enchaîne directement par le premier et ça sera Lux. Je t'écoute. Yes, alors moi je vais pas faire dans la dentelle. Aujourd'hui je vais vous proposer un livre dégueu. Repose-le, c'est dégueulasse. Ouais, alors c'est un vieux livre. C'est un livre qui a déjà quelques années, c'est une bande dessinée qui a déjà quelques années. Il s'agit de Mon ami Dahmer, qui est sorti en 2013 et qui est donc écrit et dessiné par Derf Bagderf. Et le but du jeu, c'est de dire son nom sans vomir et sans buter. Donc Derf Bagderf, ça va être drôle. À la base, c'est un journaliste. Il a fait des tas de trucs. Il a été il est connu pour ses BD qui en fait retracent un peu l'ambiance des banlieues américaines, etc. Machin. Il a notamment une BD sur des éboueurs qui dans une petite banlieue américaine qui est vachement sympa. Son seul défaut entre guillemets, c'est son trait qui est hyper particulier auquel on peut ne pas accrocher du tout. Donc je préviens direct. C'est un trait gras. Non, mais c'est genre un trait épais. Non, c'était pas une blague. Oui, bah, c'est pour ça un peu caricatural. Ouais, c'est ça. C'est un peu démesuré. En fait, c'est très très comics américain, mais pas dans le sens des comics que nous on en. Fritz the Cat, un peu. Ouais, ce que j'allais dire, un peu ambiance underground, voilà, etc. C'est ça. Ouais. Donc, je te ferai bouquiner tout à l'heure. Tu verras un peu, mais effectivement, c'est plus dans cette ambiance-là. Dans tous les cas, mon ami Dahmer. Alors peut-être que Dahmer est un nom je réponds parce que ma caissière en bas de chez moi m'a dit que je ressemblais beaucoup. Alors. Ah, Jeffrey Dahmer. Oui. C'est vrai ça. Tu me l'avais dit, ouais. Sérieux? Oui. Écoute, pardon, du coup je t'ai coupé. Ouais, non mais c'est surtout que ça m'étonne parce que c'est pas du tout le cas. Pas que je le connaisse personnellement, Dieu merci, mais je serais peut-être plus là pour en parler, cela dit. Oui, Dahmer, donc ça vous dit peut-être quelque chose parce que Dahmer, c'est Jeffrey Dahmer, donc un des plus célèbres peut-être tueurs en série du XXe siècle aux États-Unis, qui a sévi notamment dans les années fin 70 jusqu'à début 90, fin 80 début 90, je sais plus exactement. Et il se trouve que ce Jeffrey Dahmer était dans le collège de Derf Bagderf en 1972 et pendant toute la durée de leur scolarité jusqu'au passage de diplôme en 1976 visiblement, puisque Jeffrey Dahmer a commencé à sévir officiellement à partir de 1978. Et donc, bien évidemment, à l'époque, personne ne se doutait que le destin de Dahmer serait ce destin-là. Pour eux, Jeffrey Dahmer n'était qu'un adolescent très solitaire, très chelou. Et du coup, l'auteur décide de parler de son expérience, entre guillemets, j'ai fréquenté un futur tueur en série. Il agrémente son expérience personnelle de témoignages sur ce qui se passait chez lui, par exemple, parce qu'effectivement, il n'avait pas conscience de ce que ses parents lui faisaient subir, des pensées qui pouvaient traverser son esprit, du fait qu'il dépiotait et qu'il enterrait des chats dans son jardin. C'était des choses dont on n'avait pas du tout conscience de l'extérieur à l'époque. Et lui, donc voilà, il va faire un pied son histoire personnelle, etc., où il décrit les trucs chelous que faisait Dahmer à l'école pour essayer de se faire accepter, etc. Donc c'est un livre qui donne un peu froid dans le dos, on va pas se mentir. D'autant plus, comme j'ai dit, avec ce trait très caricatural. Il y a beaucoup de gens qui transpirent. Il y a un truc un peu poisseux. Donc il se prête complètement au récit. Et donc... on va pas se mentir, le true crime, c'est quand même vachement à la mode. Et il y a plein de gens qui ont fait la découverte de Jeffrey Dahmer, notamment grâce à la série Monsters, qui est disponible sur Netflix avec... comment il s'appelle déjà? Evan Peters, qui est incroyable. Celui à qui je ressemble, a priori. Ah bah ça, c'est déjà plus un compliment. C'est mieux. Et j'ai pas regardé la série jusqu'au bout parce que je l'ai pas aimée, mais effectivement on y apprenait plein de choses. Donc si effectivement vous avez quelqu'un dans votre entourage ou vous-même êtes assez passionné de faits divers, de tueurs en série, etc. J'ai cru que tu allais dire si vous avez quelqu'un dans votre entourage. Appelez le 17. Attention. Non, là c'est disons que ça offre une autre perspective de qui sont ces gens-là, entre guillemets, à des moments de leur vie.
l'avant en fait, parce qu'on entend parler du pendant, on entend parler du après, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur vie avant. Et voilà, ça offre une perspective assez inédite, je trouve, avec un trait complètement adéquat. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille largement, à condition d'avoir l'estomac bien accroché. Eh bien, bon appétit. On continue avec XT. Ok. mais vous étiez... Ok. Ça tourne la caméra? Mais je ne suis pas Chris Evans, arrêtez de me filmer. Non, c'est pas Chris Evans, c'est Evan Peters. Ouais. Mais bon, t'es pas Chris Evans non plus, sans vouloir te... Non, bah... On va dire... C'est plus en plus dur. C'est bon, j'accepte. Pardon. Ah non, pardon, le bras ne dépasse pas le centimètre d'épaisseur, pardon. Alors, du coup, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un livre qu'on m'a offert, d'un auteur que je connaissais déjà, mais que j'aime beaucoup et qui m'a marqué, bisous à Momot. C'est un livre qui s'appelle Ces jours qui disparaissent, donc de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, c'est un auteur qui à chaque fois démarre ses livres avec un twist. Il y a toujours un vrai twist un peu original dans tous ses livres qui vont un peu servir de moteur au récit et qui va permettre toujours d'aller un peu plus loin dans ce que ça va raconter. Il va vraiment utiliser de belles manières. Toutes ses fins sont relativement plus critiquables sur certaines personnes ont un avis plutôt divers et variés sur comment il gère ses fins, mais sur Ces jours qui disparaissent, je la trouve justement en l'occurrence très bien. Donc de quoi ça parle ? Eh bien, ça parle d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Lubin Maréchal. Alors Lubin, c'est pas un nom qu'on voit tous les jours, qui en fait, à un moment, n'a plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé du matin où il s'écoule en fait, et il découvre qu'il a des absences et il sait pas ce qui fait trop pendant ses absences, mais par exemple il se lève et puis il regarde son réveil, il est lundi, puis il se couche et puis il dit bah tiens, il est mercredi là. Comment ça, j'ai sauté une journée de travail? Comment ça, on avait rendez-vous hier? Comment ça, j'étais pas là? De quoi tu parles? Bah oui, j'étais là. Comment ça, on a fait ça ensemble? Il se trouve qu'en fait, que Lubin se découvre une forme de deuxième personnalité complète, qu'ils sont littéralement deux dans lui, et chacun partage une partie de sa vie, enfin de son corps, en fait, deux personnes complètement différentes. Alors ça peut commencer par partager la petite amie, ce qui est vachement pas très drôle. Ça peut partager le sport, il y en a un qui est plus créatif, pas moins l'autre. Il y en a un qui réussit très bien d'un point de vue société à faire de l'argent et ce genre de choses, tandis que lui peut-être galère plus parce qu'il est acrobate, si je me souviens bien. Qui est donc beaucoup moins facile pour gagner sa vie, j'imagine. Et donc en fait, il commence à évidemment essayer de trouver un moyen de discuter avec cet alter ego. Donc comment faire pour discuter avec soi-même quand en fait, quand tu te réveilles, il est là, et quand tu dors, c'est inversé quoi. 1 sur 2. Donc du coup, il s'enregistre et il se discute par caméra interposée. Et le récit va avancer de plus en plus sur comment ils vont essayer de vivre ensemble, puis comment au final ça va commencer à avoir un conflit, et comment ces conflits vont évoluer, et à quel point comment l'autre va voler la vie de l'autre, ou en tout cas sera perçu comme l'aura volé, et la guerre de qui il est, parce qu'évidemment tu ne sais plus qui t'es en ce moment-là. Est-ce que tu es plusieurs? Et en fait, mais il n'y a pas trop je soulève le truc, ça parle pas du tout de ce qu'on pourrait parler de maladie mentale ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout le sujet. Pas du tout. C'est vraiment, on prend un twist là-dessus. On va pas parler du tout de maladie mentale. Ça va parler vraiment de. C'est le high concept. C'est le high concept, voilà, le high concept qui permet de parler de l'identité, de qui on est, de ce qu'on veut, et d'identité, ce genre de choses. Donc ouais, c'est très dur en fait, parce que c'est pas très joyeux fondamentalement. C'est pas c'est un peu rigolo au début parce qu'on dit il a fait ça, c'est marrant, il lui a dessiné une bite sur le front pendant qu'il dormait à lui-même quoi, et puis il se réveille, il lui en a une et puis il se venge quoi. Alors, au début c'est peut-être des venges sympas, mais c'est un peu moins rigolo quand ça parle quand ça jouer sur ses propres relations, genre quand tu vas voir les parents et qu'en fait tes parents ils aiment bien l'autre toi, mais moins toi, mais ils savent pas qu'il y a un autre toi en fait. C'est certaines choses en fait qui sont un peu embarrassantes, et tu vois, cette personne avec qui t'entendais bien, cette femme, elle est plus heureuse avec l'autre et peut-être moins toi. Bonnes ambiances. Donc il y a tout et ce qui est assez fascinant dans le récit, c'est que tu les vois apprendre à vivre au fur et à mesure de leur vie quoi. Enfin, ils évoluent tous les deux, ils grandissent. C'est pas un truc qui dure 6 mois, c'est une histoire qui dure des années, et c'est ça aussi qui rend le concept très intéressant. Donc voilà, je le conseille vraiment à le lire. Ça vaut 22,50 €, et c'est passionnant, c'est un one shot, et voilà. Bah merci beaucoup, on passe à Regan.
Écoutez, on va rester dans la bonne humeur. Moi, je vais vous parler de The Good Asian, qui est paru chez Comics Initiative le 25 octobre 2024. Donc, c'est tout récent hein, pour le moment où on enregistre. Pour la modique somme de 29€, 304 pages, c'est un one-shot et on est sur de l'ambiance polar. Et les auteurs sont Pornsak Pitcheshot, désolé pour la prononciation, et Alexandre Tefengi au dessin. Alors, nous sommes en 1936 dans la région de New York et Edison Park est détective. Mais autant dire qu'en cette période d'avant-guerre, les US ne brillent pas particulièrement par leur sens de l'ouverture, car en effet, Edison est sino-américain. Et à cette époque, comme une partie des gens peuvent ne pas le savoir, les différentes lois restrictives envers les immigrants asiatiques notamment entretiennent un racisme complètement décomplexé et une ambiance délétère. Et c'est dans ces conditions que ce cher Park va être missionné par son riche père adoptif pour retrouver une domestique pour laquelle il était très proche, Evie Chen. Une enquête va se déclencher qui va l'amener dans Chinatown et qui va dérouler entre complot, meurtre et trahison un portrait des travers, surtout du fameux pays des libertés, qui a connu aussi sa dose de périodes assez sombres, et le récit brille par cette approche. C'est-à-dire on a un récit polar, classique, assez efficace, très sympathique, mais on a surtout un travail quasiment historique, d'historien, qu'a mené l'auteur pour essayer de rendre la période dans laquelle il y a eu toutes ces problématiques, notamment avec la communauté asiatique. Et c'est glaçant par moments, puisque ça rappelle que voilà, on a eu des périodes vraiment très inquiétantes au niveau de la gestion des immigrés, que, comme je disais, la Terre de Liberté n'a pas vraiment toujours brillé par son... A-t-elle vraiment existé ? C'est la grande question. C'est la grande question, surtout en ce moment pour ceux qu'il y ait de la gravité, mais je ne vais pas déraper. Et vraiment, c'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire qu'on a un excellent récit qui est hyper intéressant, avec des rebondissements dans tous les sens, vraiment le bon polar comme on aime les lire. Et en plus, ce contexte historique qui est très bien rendu, très fidèle. Et on sent que là, vraiment, la personne c'est vraiment dédiée à rendre cette époque-là lisible et à faire comprendre pourquoi d'ailleurs ce titre, The Good Asian, et toutes les problématiques qu'il y a eu aussi d'un point de vue de la communauté asiatique, comment elle a réagi aussi par rapport à ça, et de comprendre un peu mieux les problématiques qu'il y a pu y avoir. À noter que ça a été récompensé par l'award du meilleur récit complet, et que ça a eu le Harvey Award du livre de l'année. Excusez du peu, tant qu'à faire. Que j'y retrouve un petit peu une ambiance un peu aussi comme Gotham année 1. Gotham année 1 était plus simple, mais c'est un peu cette ambiance-là en termes de polar, de voir un peu comment c'était à l'époque, entre guillemets. C'est visuellement très intéressant. Il y a un petit côté Cliff Chiang au niveau du dessin que j'ai bien aimé. Un côté quoi ? Cliff Chiang. Cliff Chiang. Cliff Chiang, ouais, qui a fait notamment Paper Girl, pour donner une idée. Et donc voilà, et vraiment dès le début, que ce soit les informations d'intro, donc il y a des petits encarts aussi sur comment ça se passait à l'époque, d'un point de vue administratif, etc. C'est assez coup de poing parce qu'on se prend 2-3 gifles assez rapidement et ça nous remet un peu dans le contexte d'une période qui est un petit peu trop idéalisée aussi. Un film noir avec des bourre-pifs qui donne un coup de poing. Ouais, on a tout ce qu'il faut. Pif paf pouf. Pif paf pouf. Eh ben, merci pour The Good Asian. Et moi, je vais vous parler de In Limbo de Deb Gigi Lee, publié chez Achilleus depuis le 13 mars 2024. Alors, c'est un livre autobiographique. On y parle de Deborah, Debbie, Gigi ou Jungji. En fait, c'est une jeune lycéenne d'origine coréenne. En fait, sa famille a émigré aux États-Unis. Et donc, l'auteurice nous raconte son histoire. Donc, c'est une lycéenne qui a du mal à s'intégrer. Elle a du mal avec la culture américaine, mais aussi avec sa famille coréenne, puisqu'on est quand même dans quelque chose de très différent, et surtout au niveau des exigences de sa mère. Et elle a un problème avec son visage, et en particulièrement ses yeux, parce que ils lui paraissent pas normaux, en fait. Elle est différente, elle peut pas cacher sa différence, donc des yeux bien sûr bridés. Et tout ce qu'elle rêve, c'est de se faire
opérer des paupières, elle veut transformer ses yeux. Ses amitiés sont un petit peu difficiles à maintenir, elle n'arrive pas à avoir les bonnes notes, les conflits avec sa mère, enfin tout est un peu compliqué jusqu'à un basculement où elle bascule dans les limbes, qui est un petit peu le titre de la BD, où elle fait une tentative de suicide. Donc on parle beaucoup de la santé mentale dans la BD. Alors c'est une BD qui est classée en jeunesse, mais qui est plutôt à conseiller sur des adolescents, je dirais fin collège, début lycée, parce qu'on a quand même des sujets qui sont très durs. Ça a parlé beaucoup de la résilience d'une personne qui essaye de guérir, mais aussi de renouer avec son héritage, sa culture, sa famille, ses proches, essayer de se trouver une place en fait entre ces deux pays, entre l'Amérique et la Corée, qui est quand même son origine, son héritage. Et le témoignage est très très émouvant, c'est vraiment sincère. Il y a quelque chose de très touchant en fait dans son récit sur la période de l'adolescence. On a beaucoup de récits sur l'adolescence qui existent, mais j'ai été très très touchée par cette navigation en fait entre les deux cultures. Je trouve ça très intéressant. Le sujet de la santé mentale est très bien traité, il est très important. On est sur quelqu'un qui parle de la dépression, qui parle de sa quête d'identité. On parle aussi bien sûr de racisme, d'immigration, de violence familiale. Donc voilà, plein de sujets assez durs. On s'était pas consulté, je précise. Et bien sûr. C'est vrai que c'est l'épisode de la poilade. Et derrière tout ça, côté dessin, on est sur des traits fins, plutôt très réalistes, une ambiance qui est bleutée. Il n'y a pas de couleur. Et c'est pas du noir et blanc, c'est une sorte de bleuté. Les détails sont très très beaux. Il y a un effort sur les décors. Il y a parfois un travail peut-être à l'encre de Chine sur certains décors. C'est vraiment très beau. Il y a des efforts aussi sur la mise en case. Et voilà, c'est vraiment un coup de cœur graphique. Après, ouais, c'est pas de la couleur. Moi, ça m'avait surpris un petit peu parce qu'avec la couverture qui est vraiment très flashy en termes de couleur, je m'attendais à un affaire coloré. Et finalement, ouais, c'est ce petit bleuté. Donc, c'est 350 pages pour 35 € chez Akileos. Et ben, c'est tout pour ce croissant. Il est déjà terminé. On remercie encore, bien sûr, le Studio 17 de nous accueillir. Et on se retrouve très vite pour un Comics Podcast et un prochain croissant, peut-être dans 15 jours. Peut-être. Peut-être. Merci à tous les trois. Merci. Salut. Salut, des bisous. Fin de transmission.